Et j'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, en rapport aussi avec la paracha, comme on va le voir, Bezrat Hashem, vous parler d'un des sujets urgents dans notre vie, c'est le sujet du bonheur. Le sujet du bonheur, le monde tout entier est en quête de bonheur. Les gens, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'accéder au bonheur. Et ils se démènent, et ils essayent de faire des efforts, et ils vont chez des psychologues, et ils font tout type de choses. Dans un seul et unique but, ultime, principal, c'est de pouvoir accéder au bonheur. Et le sentiment que la plupart des gens ont, malheureusement, si vous les interrogez et qu'ils sont honnêtes avec vous, ou si vous vous interrogez vous-même, peut-être quelquefois et que vous êtes honnête, le sentiment que la plupart des gens ont, c'est que, quelquefois, le bonheur, il nous file entre les mains, comme vous avez dit. Il nous échappe. Et on n'est pas suffisamment heureux autant qu'on aurait aimé l'être. Et les gens, ils pensent que le bonheur, il est dépendant de leur situation économique, de leur situation familiale, de tout type de choses extérieures qui pourront leur combler leur bonheur. Donc le petit garçon, il a 15 ans, et puis il dit c'est vrai qu'aujourd'hui je suis pas content parce que voilà, je peux pas encore faire ce que je veux, et j'ai pas encore le permis de conduire, et compagnie. Et ce petit garçon de 15 ans, il se dit, le jour où Bezrat Hashem, j'aurai mon permis de conduire, eh ben je serai heureux. Et puis quand il arrive à 18 ans et qu'il a son permis de conduire, c'est pas suffisant, il lui manque des choses. Il y en a un l'autre fois, il m'a dit, le jour où je serai heureux, c'est le jour où je serai un bon footballeur comme... comment il s'appelle, celui qui a un M dans la bouche? Ah, Mbappé. D'accord? Le jour où je serai un grand footballeur, eh ben je serai heureux. Et l'autre, il devient un grand footballeur, mais il n'est pas encore content. L'autre, il me dit, moi, le jour où j'habiterai, où j'aurai une très 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 grande villa, dans un endroit classe, genre à Neuilly, je serai content. Je dis, ouais, mon œil. Non, pas forcément. Et la jeune fille, pareil. La jeune fille, elle est petite, et puis elle n'est pas encore heureuse, et puis elle pense que quand elle va grandir, elle sera plus heureuse, et puis elle te dit, ouais, ben, la seule chose que j'attends pour être heureuse, c'est d'avoir sur TikTok 2 millions de followers. Bon, j'y suis pas loin, hein, pour l'instant j'en ai un, c'est moi. Et tu la vois tout le temps comme ça, là, en train de faire ces espèces de mimiques, là, machin, truc. Et elle est sûre qu'elle sera heureuse le jour où elle aura ces 2 millions de followers sur TikTok ou sur Insta. Et elle est toujours pas contente. Les gens, ils ont l'impression souvent que leur bonheur, il dépend de quelque chose d'extérieur. Et ce que la Torah, elle va nous enseigner, et on va, Bezrat Hashem, essayer de bien comprendre aujourd'hui, grâce à la paracha, c'est que c'est pas vrai. Le bonheur, c'est pas la peine d'aller le chercher loin. Il y a une histoire qu'on raconte, vous l'avez peut-être déjà entendue, et c'est une histoire qui s'est vraiment produite, qui se passe avec un homme qui s'appelle Rabbi Isaac. Son prénom, c'était Isaac. Ce monsieur, Isaac, il habitait dans la ville de Cracow. Et il avait une situation financière terrible. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et sa femme sans arrêt se plaignait, les enfants et tout le monde. Une nuit, il fait un rêve. Dans son rêve, il rêve que dans la ville de Prague, près du château du roi, sous le tunnel, à un endroit, il y a un trésor très 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 grand qui se cache. Et donc, que si jamais il va là-bas et qu'il va creuser, eh ben, il pourra, Bezrat Hashem, devenir un homme milliardaire. Isaac se réveille, il dit à sa femme, écoute chérie, je vais devoir faire maintenant un long chemin pendant quelques jours, je dois aller à Prague, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Sa femme, qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas de quoi manger aujourd'hui, tu vas maintenant prendre des vacances? Non, c'est pas des vacances chérie, je vais à Prague, j'ai besoin de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Tu vas t'absenter de ton travail? T'inquiète pas ma chérie, mon bonheur, je suis obligé, j'ai pas le choix, je suis obligé. Sa femme lui dit, mais raconte-moi, explique-moi. Là, il lui raconte qu'il a fait un rêve. Alors sa femme, elle se moque de lui, il dit, mais dis-moi, t'es la tête sur les épaules ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, à cause d'un rêve, maintenant tu vas passer 4 jours, je sais pas combien. Arrête, calme-toi. Écoute ma chérie, laisse-moi, je dois aller. Quoi cette histoire? Cet homme-là, il se dirige vers Prague
Et puis il arrive à un endroit où il y a un tunnel, et il comprend bien que c'est le tunnel qui mène sur le château du roi, et il voit évidemment des gardes comme ça qui sont, avec leurs armes, devant le tunnel, près du château, et tout. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas très bien quoi faire. S'il se met à creuser, ils vont le tuer. Alors il commence à faire des va-et-vient, en train de parler à Dieu. Hachem, qu'est-ce que je fais? Je creuse pas. Qu'est-ce que je fais? Hachem, s'il te plaît, aide-moi, conseille-moi, inspire-moi. Et puis, il est en train de réfléchir, il y a un garde qui s'approche de lui et qui lui dit: Monsieur, que fais-tu là? Alors l'autre, bon, c'est une façon gentille de dire bonjour, mais non, j'ai fait un rêve. Quel rêve? Il dit: ben, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que sous ce tunnel, là, il y a un endroit dans lequel, si je creuse bien, eh ben, je peux trouver un trésor. Mais voilà, je suis venu tenter ma chance. Et là, le garde, qui ne connaissait pas cet homme du tout, qui ne connaissait pas Isaac, il s'éclate de rire. Et il lui dit: tu sais combien tu me fais rire? Tu sais combien tu me fais rire, toi, avec ton histoire de rêve et de machin? Il dit: tu sais la vérité, moi aussi, cette nuit, j'ai rêvé. Cette nuit, j'ai rêvé que dans la ville de Craco, derrière le four d'un certain monsieur, Isaac, fils de Yosef, et lui, c'est le fils de Yosef. C'est moi. Je lui dis pas. Il dit que derrière son four, ben, il y a un très grand trésor. Il dit: et tu crois que j'ai été jusqu'à Craco perdre mon temps et aller me fonder sur des rêves, aller faire quelque chose? Espèce d'idiot, va-t'en d'ici. Et là, cet homme-là, il rentre et il dit: mais c'est bizarre cette histoire-là. Un homme inconnu, il a rêvé qu'à Craco, un certain Isaac ben Yosef, il a derrière son four, il dit: ben, on va tenter. Il rentre à la maison. Sa femme lui dit: alors, t'es venu avec des trésors? Non, avec Walou, avec rien du tout. Il se met à creuser derrière son four et il s'aperçoit qu'il y a un trésor extraordinaire. On raconte cette histoire-là et beaucoup de gens, quand ils la racontent, ils pensent que c'est un mythe. Une histoire qu'on raconte, sympathique, c'est pour les chassidim, c'est pour les machins. Mais j'ai entendu des témoignages de gens qui ont dit qu'ils ont été dans la ville de Craco et qu'ils ont vu un très beau Beth Knesset. Et que ce Beth Knesset, il y avait à un endroit une grande pancarte sur laquelle il y avait écrit toute cette histoire-là. Et en dessous de la pancarte, il y avait écrit: ce Beth Knesset a été payé complètement par le Maaser de ce que monsieur Isaac ben Yosef, ou ben je sais pas comment, j'ai oublié son prénom de son père, de ce que monsieur Isaac a trouvé derrière son four. Donc c'est une histoire réelle. Et on raconte cette histoire pour dire que quoi? Que les gens ils pensent que le bonheur il est loin, que le bonheur il est à Prague, que le bonheur il est je sais pas où. Non, le bonheur il est chez toi. Si simplement tu veux bien chercher, creuser en toi, vérifier, comprendre que c'est chez toi, eh bien tu pourras le trouver. Les gens qui pensent que le bonheur est loin, ils se trompent. D'ailleurs on le dit, le bonheur est dans le pré. Une blague du Rav Ben Chetrit au passage. Et le bonheur, on peut y accéder. Question: comment on fait pour y accéder? Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose. La Chazal, ils disent, Chachamim, ils enseignent dans le Midrash, En adan me'et v'chatzi ta'avato beyado. Lorsque l'homme meurt, il n'est jamais arrivé à la moitié de ce qu'il souhaitait avoir. Nous, on pense, quand l'homme il meurt, bon ça va, il y a des gens qui meurent, qui sont riches, qui ont tout ce qu'il faut. Non, jamais l'homme, au moment où il meurt, c'est-à-dire même au moment où il meurt, il n'a jamais réussi à assouvir, ne fût-ce que la moitié de ses désirs. Et l'enseignement, il dit, et la preuve, quand quelqu'un il a 100, il veut 200. Quand il a 200, il veut 400. Comme ça, la Chachamim disent. D'accord? Alors les Farshim, ils posent la question, ils disent: bon, il a la moitié. Et si tu dis quand il a 100, il veut 200, mais il a la moitié. Si tu dis quand il a 200, en fait, il veut 400, mais il a la moitié. Pourquoi tu me dis il a même pas la moitié? Afilou chatzi ta'avato beyado aussi, il a la moitié. À moins que tu sois pas bon en calcul, mais si je ne m'abuse, 100 c'est la moitié de 200. 200 c'est le double de 100. Dis le Gaon de Vilna, t'as rien compris. Quand on te dit que celui qui a 100 il veut 200, ça veut dire qu'il veut 200. C'est-à-dire qu'il veut 200 en plus de ses 100. Donc il a le tiers. Et ce qui est intéressant dans cette logique, c'est que du coup, celui qui a 100, combien il lui manque? 200. Mais celui qui a 200, combien il lui manque? 400. Puisque celui qui a 200, il veut 400 en plus de ses 200. Et plus tu as, plus tu vas voir que ça va te manquer. La grande question qu'on va donc essayer de se poser, Bezrat Hashem, c'est: alors comment faire pour s'en sortir? J'aimerais juste vous dire quelque chose. Il est écrit que Ezeu Ashir Asameach Bechelko, vous avez déjà entendu parler de cet enseignement. C'est qui le riche?
c'est celui qui est heureux de sa part. Généralement, quand est-ce qu'on dit cette phrase? Quand on a affaire à un pauvre et qu'on veut le consoler. Et t'inquiète pas, t'es riche, allez, t'as tout ce qui t'es content de ce que t'as. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que vraiment de dire Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, c'est juste une façon de parler? Si Chazal ils le disent, c'est que c'est vrai. C'est que le riche, ça ne se calcule pas du tout en argent dans le compte en banque. La richesse, ça se traduit vraiment en une capacité d'être satisfait de ce qu'on a. Quel rapport avec être riche? Pourquoi être riche? Alors dis-moi qu'il est heureux. Dis-moi que c'est un pauvre qui est heureux. Dis-moi que c'est un imbécile heureux. Pourquoi tu me dis que c'est un riche? Quel rapport avec riche? Il y a très peu d'argent, mais il est riche. Pourquoi il est riche? En quoi ça s'appelle qu'il est riche? Alors Mechav, aidez-moi s'il vous plaît. Sharon. Shlomit. Hein? Il est riche parce qu'il ne veut pas plus que ce qu'il a et il se contente de ce qu'il a déjà. Il a fait. Alors que celui qui est riche mais qui veut plus, en fait, il n'est pas riche parce qu'il a un manque. Il a fait. Alors regardez, on va Bezrat Hashem aujourd'hui réfléchir à la paracha de la semaine. Et vous allez voir que la paracha va nous donner une très très grande dose de bonheur. Dans la paracha, on nous parle de la Shemitah, la mitzvah de la jachère. Vous avez entendu parler de cette mitzvah. La Torah nous dit, pendant 6 ans, tu pourras travailler ton champ, tu pourras labourer le champ, tu pourras faire ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Et la 7e année, qu'est-ce qui va se passer? Le champ doit être au repos. D'accord? Le champ doit être au repos. Et là, la Torah, elle continue dans les versets, vous pouvez regarder dans les mots. Elle dit Vechit omru manochal bashana hashvit. Et si vous posez la question, j'allais dire légitimement, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Hen lo nizra velo. On ne peut rien faire. On ne peut pas semer le champ, on ne peut pas arroser, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Là, Hachem dit ne t'inquiète pas. Vetsiviti et birchati. Je donnerai la bracha pendant la 6e année. Et la 6e année, elle vous donnera le triple. De telle sorte que vous puissiez, grâce à la 6e année, avoir de quoi manger pendant la 7e année. Donc je résume. Akadosh Baruch Hu vient voir le peuple juif. Et il y a une mitzvah qui est celle de la Shemitah. Maintenant, comprenez bien que la mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah extrêmement difficile à accomplir. Rien que réfléchir, penser à cette chose-là, c'est incompréhensible. Les gens à l'époque, ils vivaient principalement de l'agriculture. Les gens, ils avaient leur champ. Est-ce que leur champ donnait? C'est ça qu'ils avaient. Les gens, ils n'avaient rien d'autre. Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit pendant 1 an, je ne fais plus rien. Pendant les gens, ils aiment bien travailler. Ils ont l'impression que quand ils travaillent, ça leur amène un peu. Ils ont l'impression quand ils sont stressés, que quand ils vont travailler, ça va faire quelque chose. La Torah dit pendant un an. Un an, oui, un an entier. Pas que le Shabbat le samedi. 1 an. C'était il y a 2 ans, 3 ans. Donc ça sera dans 4 ans. Vous comprenez? T'as rien le droit de faire. Pendant 1 an, t'as rien le droit de faire. Bon, c'est pas que ça. C'est que toi, tu t'es fatigué pour ton champ, t'as fait plein de choses, et tout le monde peut rentrer dans ton champ. Ton champ, si tu pensais jusque-là que c'était le tien, il devient FK. Ça veut dire que tout le monde peut rentrer dans ton champ et se servir gratuitement. Toi, tu t'es fatigué là la 6e année, à faire pousser des fruits et compagnie. Et il y a des gens qui viennent. Maintenant, les gens qui viennent, ça peut être des gens que tu n'aimes pas tellement. Pire, ça peut être des gens que tu n'aimes pas du tout. Pire, ça peut être ton ennemi. Pire, ça peut être ta belle-mère. Pire, non, il n'y a pas pire. Alors, et tu dois la laisser rentrer et se servir et faire comme si elle était chez elle. C'est dur cette mitzvah, c'est très dur. Akadosh Baruch Hu, il dit ouais, mais vous devez faire cette mitzvah. Bon, là, écoutez bien, je vous demande d'écouter le calcul mathématique qui se passe ici. La Torah, elle dit et lorsque vous demanderez qu'est-ce qu'on va manger, c'est quand même une question qui s'impose. Il faut être pied à terre, hein. Moi j'ai une famille à nourrir, j'ai des enfants, j'ai une épouse, j'ai des choses. Donc, et si vous demandez, ou et lorsque vous demanderez qu'est-ce qu'on va manger, si on ne fait rien, on n'aura pas de quoi manger. Là, je me dis, vous savez quoi, vous inquiétez pas. Vetsiviti el birchati. Je donnerai la profusion, une bracha particulière, qui fait que quoi? Qui aura largement de quoi manger pendant la 6e année. Je viens et je pose une question.
Une question peut-être idiote, mais une question. Et elle n'est pas idiote, parce que j'ai vu que le Sforno aussi la pose. Et si l'homme ne pose pas la question, si l'homme il était plein de Emouna, et qu'il dit Hachem demande de faire la Shemitah, je la fais. De quoi on va manger? Capara, j'en sais rien. Hachem n'aurait pas donné la profusion. Après, on serait mort de faim. Suivez le pasouk. Le pasouk qui dit et lorsque vous poserez la question qu'est-ce qu'on va manger, alors j'imposerai ma bracha. Ça veut dire que si vous ne posez pas la question, que s'il y a des juifs sympas, naïfs, qui ne posent pas la question, eh bien ils n'auront pas la bracha. Est-ce que c'est 10 secondes logique, une chose pareille? Est-ce que c'est logique de concevoir qu'une question mal placée, parce que finalement elle est mal placée cette question, Hachem lui donne une mitzvah, fait-lui confiance, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce qu'on va manger, on n'a pas de quoi. Une question idiote, elle amène la bracha. Et si tu n'avais pas posé de question idiote, alors quoi, tu n'aurais pas eu de bracha? C'est-à-dire que les juifs qui ont de la émouna, qui ne posent pas de questions, qui disent quand Hachem dit je fais, quand ils n'ont pas la bracha, qu'est-ce qui se passe ici? Chavod. Qui voulait dire? Je voulais dire, mais je ne sais pas si c'est logique. En mode, c'est pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Ok. Comment je fais avec les prénoms que j'ai oubliés? Talia. Talia. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Non, peut-être qu'ils ont juste la minute, C'est pas ton émouna, il pose une question. Hachem il dit, regardez, imaginez, je vous dis, bon, faut que je trouve un exemple. Imaginez que je vous dise, mais pas moi, quelqu'un auquel vous faites hyper confiance, qu'il est censé s'occuper de vous et tout. Il vous dit, vous savez, on va déménager maintenant. Voilà, vos parents ils vous disent, on va déménager maintenant, on va aller habiter dans une autre rue. Ici il n'y a pas de douche là-bas. Ici il n'y a pas de toilette. Ici, tu fais confiance, tes parents ils te font déménager, ils vont s'occuper de toi. Hachem, ton père, il te dit, la 7e année, vous ne travaillez pas. Mais évidemment qu'il trouvera une solution. Donc ta question, elle est mal placée. Ta question de qu'est-ce qu'on va manger, Hachem, on ne va pas s'en sortir. Et pourtant, tu vois que c'est grâce à cette question que Hachem il donne la bracha. Parce que s'il n'y avait pas cette question, Hachem il n'aurait pas dit je donnerai la profusion que la 6e année elle donne les quantités de 3 ans. On aurait quoi? C'est ma question. Il en a vraiment. Et c'est la Torah qui anticipe. Elle sait très bien ce qu'on va sûrement demander. que les gens ils Ok. donnaient quoi qu'ils Hachem, sûrement qu'ils le donnaient. C'est juste qu'au cas où quelqu'un n'a pas la minute, il précise. Non, peut-être il a demandé. Donc Yentel dit en tous les cas il aurait donné. Non, je peux. Non, peut-être il a attendu qu'on demande comme quand il a attendu que Adam il prie pour la pluie. Il a attendu qu'on demande, mais il savait qu'on allait le faire. Ouais, mais là, Chirel Chirel a raison, mais la demande de la pluie, c'est pas une demande de qu'est-ce qu'on va manger, on est inquiet. C'est une demande, s'il te plaît, Hachem, donne-nous la pluie, occupe-toi de nous. Là, j'ai l'impression que c'est une demande un peu moins. Qu'est-ce qu'il y a, Sarah? C'est un peu minute, c'est qu'il demande. Qu'est-ce que vous dites? Ah, je sais. Peut-être que ceux qui demandent pas ils ont la Emuna, Hachem leur donne même plus que 3 fois. Alors que ceux qui demandent, Ouais, mais ça- il leur limite à 3 fois. Ok. Il avait dit ce qu'il a dit C'est parce qu'il donne une réponse Oui. qu'il n'aurait pas fait. Hein? C'est parce qu'il donne une réponse qu'il n'aurait pas fait. Ouais, mais on a l'impression. Regardez, moi j'aurais aimé, vous savez quoi, si j'avais été à la place de la Torah, j'aurais écrit, regardez, je vous donne la mitzvah de la Shemitah, et ne vous inquiétez pas les enfants, il y aura beaucoup de profusion la 6e année, et vous aurez de quoi manger. Mais c'est pas ce qui se passe, la Torah ne présente pas ça comme ça. Parce que c'est hyper rassurant quand c'est dit comme ça. C'est genre la Torah, c'est genre la mitzvah, elle apparaît pas comme un fardeau, c'est genre un gars qui dit ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais te doubler. Mais tant mieux. Oui, mais du coup, le demandeur, il voudrait la faire. N'importe qui voudrait la faire. Il y a plus Il de va pas la faire. Alors que là, le fait qu'on rassure. pose la question, Ok. ça déclenche en nous déjà une peur qu'on va contrôler. Ok. Esther, Mais c'est pour se faire les images. hein? Quand on n'aura plus de mérite? Si on a la raison de prendre le fait. Oui, mais là tu vois pas qu'on considère ça comme étant un démérite. La question que la personne elle pose, on ne dit pas ne posez surtout pas cette question. On a l'impression qu'elle est bien cette question. Lorsque vous poserez qu'est-ce qu'on va faire, moi je m'occuperai de vous. On a l'impression qu'elle est bien la question. Anna, qu'est-ce que vous dites? C'est pour nous dire qu'Hachem il sera avec nous toute l'année. C'est-à-dire, il va pas nous abandonner même s'il a donné cette loi. Et après, c'est pas En venant, on essaie de réfléchir ensemble. Plus vous avez dit, Excusez-moi, c'est pour ça que je vous ai dit. Bien sûr. on va avoir un indice. non, juste, On va réfléchir ensemble. vous avez dit donne le J'ai double oublié. de la ricotte. Eline. Hein? Vous avez dit donne le double de la ricotte à Le la triple. suite de la 6e année, le triple. D'accord?
Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir? Alors écoutez bien. Il y a une idée que je pense qu'elle est très 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 importante et il faut qu'on essaye, Bezrat Hashem, de l'intégrer. Quand on parle de bracha, ça veut dire de profusion, de bénédiction, de réussite dans les affaires, de ce que vous voulez. En fait, il y a deux types de bracha. On pourrait résumer les brachot en deux types de brachot. Une bracha que j'ai l'habitude de nommer quantitative. Quantitative. Et une bracha que j'ai la coutume de nommer qualitative. Il y a deux types de brachot. Et les deux, elles existent. Et les deux, c'est indéniablement une bracha. Il y en a une qui est quantitative, une qui est qualitative. Donc, exemple, c'est quoi la bracha quantitative? C'est le monsieur qui a beaucoup d'argent dans son compte en banque, qui est toujours très très bien habillé, avec les meilleures marques du monde, et qui quand il fait les courses, il ne pose même pas la question qu'est-ce qui est le plus cher, qu'est-ce qui est le moins cher, il fait même pas les courses, ça arrive à la maison les courses. C'est celui qui vraiment, il a une maison de vacances, il a aussi un palais, il a aussi une villa, il a aussi plein de choses. Il manque de rien. Ça, c'est une bracha quantitative. En quantité, il a beaucoup. Il donne envie, j'allais dire. Hachem, visiblement, il a bien entendu ses prières quand il disait « Mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi la parnassa ». Hachem, il a bien écouté ses prières, il lui a donné une très très bonne parnassa. C'est une bracha. Une bracha quantitative. Il y a un autre type de bracha. C'est une bracha qualitative. C'est quoi qualitative? Une bracha qualitative, c'est quelqu'un qui, quand il fait les courses, il doit vérifier les prix parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. La bracha qualitative, c'est quelqu'un qui son verre est toujours à moitié plein. Simplement, lui, il décide de regarder la moitié qui est remplie au lieu de regarder la moitié qui est vide. La bracha qualitative, c'est quelqu'un qui profite de la vie, de ce qu'il a. Il n'a pas beaucoup, il n'a pas énormément, mais il profite de ce qu'il a. Il n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Avec ce qu'il a, il est heureux. Et pourquoi j'appelle ça une bracha si finalement il n'a pas tant de choses que ça? Parce que finalement, il est heureux. Tout compte fait, il est heureux. Il sait c'est quoi le vrai bonheur. Il sait c'est quoi le vrai bonheur. Hachem, il l'a aidé en tous les cas à avoir du bonheur et à comprendre quoi faire. Tu as des gens qui ont besoin de manger beaucoup pour être rassasiés. Et il y a des gens qui peuvent manger très peu et qui sont rassasiés. Alors le premier, il a la bracha quantitative, ce qui peut se permettre autant qu'il veut. Le deuxième, il a la bracha qualitative. Parce que finalement, il est tranquille, il va bien, il est heureux, il est joyeux. Et ces deux types de brachot existent. Vous verrez des gens qui roulent avec des Ferrari et qui ne sont pas heureux parce qu'ils aimeraient encore en avoir encore une autre, et ils aimeraient avoir le nouveau modèle, et ils aimeraient. Donc ils ont de la quantité, mais ils n'ont pas de qualité. Ils n'ont pas. Ils roulent dans leur Ferrari et puis ils ne sont pas contents. T'en as d'autres, ils ont une voiture de Havrer. Voiture de Havrer, si vous ne savez pas la définition, c'est une voiture dont toutes les parties font du bruit, sauf le klaxon. Et il est heureux. Il est heureux. Il est bien. Ça, c'est la différence. T'en as un, il est dans une très 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 grande villa et sans arrêt, ouais, mais machin, j'ai peur, je suis pas content, je suis pas ceci, je suis pas cela. Alors que t'en as d'autres, eh ben, ils ont une petite maison, mais ils sont contents. Maintenant, les gens, généralement, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Qu'est-ce qui est le plus séduisant vu de l'extérieur? On a l'impression que c'est la bracha quantitative. Les gens, ils veulent beaucoup d'argent, pouvoir bien remplir les caddies, pouvoir faire plein de choses. Ils ont cette envie. Vous connaissez l'histoire de ce garçon qui voulait se marier. Et ça faisait des années et des années qu'il n'était pas marié. Son rêve lui a dit, écoute, tu vas aller dans un endroit comme ça, sur une montagne. Et puis tu vas prier de toutes tes forces. Et Hachem, il t'exaucera. Bezrat Hachem. Il monte en haut d'une montagne et de toutes ses forces, tout feu, tout flamme, il crie Ani rotse leitraten. Il entend un écho Ten, 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 ten. En hébreu, donne. Alors lui il est content, ouais, Dieu il lui répond. Alors il dit Malé Avila
Villa, 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 villa. Bon, c'est bon, j'ai plus besoin. Les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de la villa, ils ont besoin de plein de choses, de plein. Mais en fait, c'est pas forcément ça. Et pourquoi? Pourquoi, quitte à choisir, attention, il y a aussi des gens qui ont les deux. Il y a des gens qui ont la bracha et quantitative et qualitative. Mais quitte à choisir entre l'une ou entre l'autre, des formes de brachot, moi personnellement, je préfère, en tous les cas intellectuellement parlant, la bracha qualitative. Parce que dans la bracha quantitative, tu manges beaucoup. Mais tu grossis. Et après, tu as des problèmes de santé. Et après, chutz mikevotrem, il faut rester plus longtemps aux toilettes. C'est pas toujours. Donc, c'est vrai que tu as de quoi. Quand tu viens faire ta bracha, truc là, quand tu as de la quantité, il faut les porter les sacs. Et puis, il faut. C'est un peu prise de tête. Or que quand tu as le même niveau de bonheur, en ayant moins, eh ben, d'une certaine façon, c'est le mieux. Puisque tu n'as pas besoin de manger beaucoup, tu manges peu, tu es en bonne santé, tu n'as pas besoin de prendre... C'est génial. Tu as moins quantitativement, mais tu as autant ou plus qualitativement. Ça, c'est deux formes de brachot. On raconte qu'un jour, il y avait aux États-Unis un homme qui était le responsable de la bourse, le directeur de la bourse. Donc rien que vous entendez le mot bourse, vous imaginez le nombre de milliards qu'il avait. C'était un homme juif, il n'était pas religieux du tout. Et donc là où il y a la bourse, là-bas aux États-Unis, je ne sais plus dans quelle ville, il était tout en haut, il y avait un gratte-ciel, il était tout en haut. Un jour il y a un juif, et là-bas il y avait beaucoup de diamantaires qui étaient dans les parages, Un jour il y a un diamantaire qui vient, et qui avait rendez-vous avec cet homme-là. Le diamantaire, c'était un juif religieux, le monsieur, c'était un païen, et l'homme, il vient voir le directeur, il discute de ce dont il avait à discuter. Après, il lui dit, dis-moi, est-ce que je peux te poser une question là? Plus rien à voir maintenant avec... est-ce que je peux te poser une question? Alors, l'homme, le directeur de la bourse, il dit, oui, avec plaisir. Il dit... Regarde, tu sais, tu as déjà un certain âge, et peut-être qu'il bah, au Hachem, tu as beaucoup d'argent, bah, au Hachem, tu as tout ce qu'il te faut. Peut-être que le moment de te poser des questions sur la religion, sur Dieu, sur la vie, sur ton judaïsme, peut-être que le moment est arrivé. Alors l'autre, il dit, ah, non, t'as l'impression que tout va bien et toi, non, j'ai tellement de soucis, non, laisse tomber, je suis pas du tout libre pour maintenant m'occuper de ces choses-là, moi je suis trop... Alors cet homme-là, il lui dit, ça te dérange pas de venir une seconde là, par la fenêtre? Il se met près de la fenêtre, donc je vous rappelle, ils sont en haut du gratte-ciel, et là, le religieux, il dit à l'autre, il dit, tu vois en bas toutes les petites fourmis? En fait, il faisait allusion à tous les hommes d'affaires là qui étaient avec leurs petites mallettes là, qui marchaient. Tu vois ces petites fourmis? Il dit, oui, je les vois. Il dit, tu sais que toutes ces fourmis-là, c'est des gens qui sont hyper riches. Eux, ils aimeraient bien, leur plus grand souhait, ça serait d'avoir 1/1000 de ta richesse à toi. L'autre, il dit, je sais. Mais tu veux que je te dise une chose? Moi, ma plus grande aspiration, c'est de pouvoir avoir 1/1000 de la sérénité que ces petites fourmis, elles ont. Alors l'autre, il est étonné. Il lui dit, parce que toi, tu crois que je suis riche et tout, c'est vrai. Il dit, mais figure-toi que avant-hier, j'ai acheté un très grand projet. Et voilà, j'ai entendu après que la bourse est en train de baisser. Toute la nuit, j'ai pas dormi. Et l'avant-veille, j'ai aussi acheté des choses extraordinaires. Et puis j'ai entendu que le prix des appartements y baissait. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il dit, tu crois que moi je suis tranquille? Non, je suis pas tranquille du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu, dans la Mishnah, marbe nechassim, marbe dehaga. Quand tu as beaucoup de nechassim, de biens, tu as beaucoup de soucis. Moi, je connais quelqu'un, en France, et il a suffisamment d'argent pour s'acheter des voitures chères. Et lui, la voiture qu'il aime, c'est la Jaguar. D'accord, je ne fais pas de pub pour Jaguar, mais c'est la voiture qu'il aime. Et il passe son temps à répéter qu'il aime les Jaguars, mais il n'a pas de Jaguar. Alors qu'il aime les Jaguars. Et quand il voit une Jaguar dans la rue, Jaguar. Et lui, il n'a pas de Jaguar, il a de l'argent pour s'acheter 10 Jaguars. Un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais si t'aimes tellement les Jaguars, ça va. Mais Kev, vas-y, achète-toi, c'est quoi le problème? Il me dit, bah, le problème, c'est que si j'ai une Jaguar, je n'arriverai pas à dormir la nuit. Je lui ai dit, quel rapport? Il me dit que j'aurais peur sans arrêt qu'on me la vole, et j'aurais peur que dès que j'entendrai une sirène dans la rue, je penserais que c'est un voleur qui vient me voler
J'en veux pas, moi je suis plus tranquille sans jaguar. J'aime les jaguars, c'est très joli quand c'est celle de l'autre, je la regarde. Mais moi je peux pas. Il y a un principe qui s'appelle Marbe Nechassi, Marbe Deaga. Quand tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de soucis. Donc, on arrive ici à une idée intéressante. On a deux types de bracha, la bracha quantitative, la bracha qualitative. Quitte à choisir, il vaut mieux la qualitative que la quantitative. Si on comprend ça, eh ben on a maintenant la réponse à notre histoire de Shemitah. Akadosh Baruch Hu, il vient voir le juif. Et il lui dit, ne t'inquiète pas. Il lui dit pas ça. Il lui dit, tu vas devoir faire la Shemitah. Pendant 1 an, tu ne travailleras pas ton champ. Maintenant, de vous à moi, Hachem, il n'a pas pensé qu'il y aurait peut-être un problème technique à se nourrir pendant 1 an si on ne fait rien. Et évidemment qu'il a pensé à Kadosh Baruch Hu. Mais quoi? Hachem, il avait prévu de nous donner une bracha qualitative. Pendant 1 an, vous allez manger peu et ça va vous suffire. Tout petit peu. Vous allez manger un tout petit peu et vous allez vous sentir super rassasié. Il est capable, Kadosh Baruch Hu, pendant 1 an de nous faire cette bracha-là. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, vous aurez tout gagné. Vous n'avez pas besoin de travailler pendant la 7e année sabbatique. Vous n'avez pas besoin de manger trop et de vous bourrer. En un petit peu, vous serez rassasié. Génial! Simplement, si vous posez la question, en d'autres termes, si ce que vous souhaitez, vous, c'est pas ce genre de bracha. Vous, si ce que vous souhaitez, c'est la bracha de quoi? La bracha quantitative? Non, on veut voir des chiffres. Nous, on veut voir des affaires marcher. On veut voir. Je me dis, pas de problème, je ne suis pas capable. Je peux te donner le triple. Mais le triple, ça veut dire que pendant la 6e année, tu es 3 fois plus sur ton tracteur, tu as 3 fois plus de boulot, tu as besoin de manger autant que d'habitude. C'est dommage. Et comme ça, le Sforno, il explique, je vais mettre cette idée-là. Il dit l'idée, et le Rabbeinu Yonah aussi et compagnie, ils expliquent que la meilleure bracha, c'est quand tu manges un peu et la nourriture que tu as mangée, elle te permet de te rassasier. C'est la meilleure des brachot qui existent. Oui. J'ai pas compris en fait avec la Shemitah et la qualité. En fait, j'avais pas compris. On a dit à Kadosh Baruch Hu, il vient et il donne un ordre. Quel ordre? Faites la Shemitah. Maintenant, de vous à moi, qu'est-ce qu'il avait prévu Hachem? Que quoi? Si les gens ne posent pas la question, il vous aurait fait mourir de faim. C'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez demandé si on n'avait pas posé. Ils auraient une bracha qualitative. Ils auraient eu une bracha qualitative. Mais la personne a posé la question, c'est Hachem qui a anticipé la question. Justement, mais Hachem... avec la question d'une bracha quantitative et sans la question ils auraient eu qualitative. Voilà, exactement. Donc Béhémet, à cause de la question de Emouna, à cause de la question « Ah Hachem, et comment tu vas faire? Tu vas être embêté et tout », Hachem dit « Pas de problème. » Mais vous êtes perdant dans l'histoire. Parce que vous allez avoir une bracha quantitative. Vous avez raison que c'est Hachem qui prévoit, mais Hachem nous présente les choses comme il veut. Je vous répète, Hachem aurait très bien pu dire « Je vous envoie la Shemitah et ne vous inquiétez pas ». Hachem ne dit pas ça. Hachem dit « Je vous envoie la Shemitah. Et s'il y en a qui s'inquiètent, voilà ce que je leur ferai. » Hachem il prévoit depuis le départ. J'aimerais vous raconter 1 ou 2 ou 3 histoires, selon le temps qu'on aura, qui vont un petit peu expliquer, prouver les propos que je suis en train de vous dire maintenant. C'est des histoires qui sont assez connues pour certaines en tous les cas, mais c'est des histoires qui valent le coup d'être entendues. À l'époque où il n'y avait pas encore de voitures, il y avait très peu de voitures, il y a le concessionnaire de Ford. Donc lui, il avait commencé à faire des voitures Ford. Et tous les jours, il voyageait au travail, évidemment, en voiture. C'était l'un des rares à avoir une voiture. Il avait sa voiture, il voyageait tous les jours au travail. Et sur son chemin, tous les jours, qui est-ce qu'il rencontrait? Il voyait un pêcheur, qui était avec sa canne à pêche, qui était comme ça, sur sa chaise longue, avec un journal, une gemara, un petit quelque chose, et qui attendait comme ça, inlassablement, qu'il y ait un poisson qui veuille bien se prendre dans sa canne à pêche. Et tous les jours, quand il passait par là, Monsieur Ford, il disait, mais vraiment, il est bac celui-là. Quoi, il passe tellement d'heures à attendre comme ça qu'il y a un poisson qui veut bien venir avec une canne à pêche, mais quoi, il ne connaît pas les méthodes des pêcheurs, il ne sait pas que ça existe un filet, il ne sait pas que... Et tous les jours, il passait, et il disait, ouais, il me fait de la peine, il me fait de la peine. Avec son petit poisson, là, tous les jours qu'il a réussi à pêcher, il me fait de la peine. Et tous les jours, il dit, allez, il faut peut-être que j'aille lui donner des conseils. Mais bon, il était trop pressé, hein, trop pressé. Un jour, Monsieur Ford, il dit, allez, aujourd'hui j'ai un peu de temps, je vais aller faire ma BA, ma bonne action. Je vais aller aider ce monsieur. Monsieur Ford, il descend de sa belle voiture, il claque bien la porte pour qu'on entende bien le bruit, et il s'approche du pêcheur. Il dit, bonjour monsieur, l'autre il dit, oui, bonjour, comment je peux vous aider?
Monsieur Ford, il dit non, j'ai pas besoin d'aide, hein, moi je suis Monsieur Ford, vous savez c'est quoi Ford? Non, pas vraiment. Tu sais qu'il y a un conseil qui s'appelle les voitures Ford? Ah d'accord, enchanté, bon, comment je peux vous aider? Non, je suis venu moi pour t'aider. Ah, t'es venu toi pour m'aider? C'est gentil, mais il fallait pas, c'est trop mignon, c'est gentil. Comment tu peux m'aider? Alors je lui dis, regarde, combien t'arrives à pêcher de poissons là toute la journée avec la canne à pêche, la machin? Je sais pas, ça dépend de l'assiette à l'Ishmaïa. Parfois 2 poissons, parfois 3 poissons, parfois 0 poisson, parfois à chaque fois les filles à Mazal, selon le Mazal. L'autre il dit écoute, tu sais, moi je vais te donner des conseils si tu veux. Il dit d'abord une canne à pêche, c'est pas très pratique pour pêcher. Avec des filets, on peut réussir à prendre en une fois à attraper 2000 poissons. Alors qu'avec une canne à pêche, c'est un par un. En dehors de ça, toi tu te trouves comme ça sur le bord. Donc t'es là où il y a des tout petits poissons qui se promènent. Si tu avais un bateau, une barque, quelque chose, et que tu pouvais aller dans les endroits les plus profonds, et que tu avais en plus un filet, et que tu pouvais mettre ton filet, mais tu aurais des tas de poissons. Alors le monsieur il dit ah ouais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, c'est sympa ton conseil. Waouh, c'est gentil, merci. Mais j'ai pas d'argent moi. J'ai pas d'argent pour m'acheter un filet, pour m'acheter, moi j'ai pas d'argent. Monsieur Ford dit tu sais quoi, ce jour-là il était de bonne humeur, il dit tu sais quoi, je te prête l'argent. Voilà, je te prête. L'autre il dit d'accord, mais tu me le prêtes, il faut bien que je te rende. Il dit t'inquiète pas, tu vas commencer à vendre des poissons. Et puis tu vas avoir de l'argent. Et puis tu pourras me rembourser. L'autre un peu nia comme ça, il réfléchit, il dit mais d'accord, mais à quoi ça sert tout ça? Il dit à quoi ça sert? Au lieu de passer toute ta journée ici, sur ta chaise longue, en train d'attendre pendant des heures et des heures, eh ben tu peux rentrer dans l'océan, tu peux pêcher des tas de poissons, et puis tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Alors le monsieur il dit ok, et après? Il dit ben après tu me rends la somme que tu me dois, et puis tu continues à te faire de l'argent. Il dit ok, et après? Il dit ben après tu peux ouvrir une poissonnerie, au lieu de manger que pour toi, et il dit ok, et après? Il dit ben après tu pourras acheter plein d'autres bateaux, et tu pourras engager des gens, et tu pourras ouvrir plusieurs poissonneries. Il dit ok, et après? L'autre il dit mais tu plaisantes ou quoi? C'est ça les affaires, quoi et après? Après tu sais ce qui va se passer? Ben après, toi, tu n'auras plus besoin de t'occuper de vendre des poissons, tu auras tellement d'argent que tu pourras engager des gens qui travailleront dans la poissonnerie, des gens qui iront pêcher les poissons, des gens qui machin. Il dit ok alors? Il dit et là, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Tu pourras ne plus avoir le moindre souci, aller t'allonger à la plage sur une chaise longue et faire quelque chose que tu kiffes. Je me suis dit, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Je suis sur ma chaise longue avec ma canne à pêche en train de me kiffer la vie, qu'est-ce que tu veux? Ça c'est une histoire qu'on raconte et Monsieur Ford il dit c'est le seul homme de ma vie qui a réussi à me vaincre par ses arguments. Lui il se sentait très très intelligent, je t'expliquais comment on fait de la bracha quantitative. Je te dis mais je l'ai la bracha, aujourd'hui je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu as besoin de tout ça pour après pouvoir te dire que tu vas faire de la pêche en tant que kiff. Moi je fais ma pêche en tant que kiff tous les jours, qu'est-ce que tu veux? Ça c'est la différence entre la bracha quantitative et la bracha qualitative. Et Monsieur Ford il avait la bracha quantitative, le pêcheur il avait la bracha qualitative. Deuxième histoire. Un homme se rend chez le Maguide de Mazritch. Et il lui dit, écoutez, Kvod Harav, j'ai une question très très difficile à vous poser. Il est écrit dans la Mishnah, dans Masechet Brachot, Chayav Adam levarech al hara, keshem shemevarech al Torah. Vous suivez? Béthia, vous suivez? L'homme, il a le devoir de faire la bracha quand il entend une mauvaise nouvelle, au même titre qu'il doit faire une bracha quand il entend une bonne nouvelle. Comme ça, la Gemara, elle dit. Hier, par exemple, on a entendu une bonne nouvelle. L'Iran. Ah, vous n'êtes pas au courant? Ben, le président de l'Iran, avec le responsable des affaires étrangères, les deux ils sont morts, accident d'hélicoptère, ils sont morts. J'ai vu un Ashkenaz, je lui ai dit, tu sais, il est mort. Il me dit, réussi Otto. Je l'ai vu. Ashkenaz, réussi Otto. Non, il s'appelait Raïssi le type, bon c'est pas grave. Alors, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quand on entend une bonne nouvelle, il y a une bracha à faire. Le Rav, comment il s'appelle, Zilberstein, il a demandé
ceux qui veulent en tous les cas, qui prennent un nouveau fruit, qui fassent Shehriano, et qui pensent entre autres, quand ils mangent le fruit, entre autres à la bonne nouvelle, que l'un des ennemis d'Israël est mort. Maintenant, il est écrit dans la Mishnah que de la même façon que quand on entend une bonne nouvelle, on doit faire une bracha, de la même façon que quand on entend une mauvaise nouvelle, on doit faire la bracha. Comment elle s'appelle cette bracha? Dayana Emet. Quand Chazé Shalom, on a perdu un proche, avec toute la difficulté que ça évoque, on fait la bracha. Et la Mishnah, ce qu'elle dit, c'est qu'elle met sur le même plan les deux. De la même façon que quand tu fais la bracha de Shehriano, tu l'as fait en étant joyeux, de la même façon la bracha quand ça ne va pas. Cet homme-là, il vient voir le Maguide de Mazrich, il dit Kvodarav, comment on peut bénir Akadosh Baruch Hu quand rien ne va? Comment? Le Maguide de Mazrich, il lui dit, écoute, je sais pas, c'est une bonne question, tu veux vraiment la réponse à ta question? Il dit, oui, sinon je ne serais pas venu. Il dit, si vraiment tu veux la réponse, tu vas aller dans le village là-bas, il y a un homme qui s'appelle Rabbi Zouché. Vous avez entendu parler de Rabbi Zouché? Il y a un homme qui s'appelle Rabbi Zouché. Lui pourra te donner la réponse à la question. Moi, je peux pas, je sais pas. Moi, je sais pas. Dis-moi, Baruch Hashem, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas c'est quoi, moi, les problèmes. Comment tu veux que... Va voir Rabbi Zouché. Rabbi Zouché, pose-lui la même question que tu viens de me poser. Comment faire pour réciter la bracha sur le bien, comme on récite la bracha sur le mal, comme on récite la bracha sur le bien? Cet homme-là, il voulait la réponse à sa question. Il commence à se diriger vers le village dans lequel il y avait Rabbi Zouché. Dans ce village, c'était très sympa. Au début du village, il y avait les riches. Et plus loin, il y avait les pauvres. Et cet homme, quand il rentre dans le village, il dit, vous connaissez un certain Zouché? Il dit, oui, Zouché, t'as de quoi marcher. L'autre, il marche, il passe devant les maisons des riches, il continue à marcher. Reb Zouché, c'est tout au bout, tout au bout. Il avance, il arrive à un endroit où il y a les gens moyennement riches. Il continue, il est où Reb Zouché? Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Il commence à arriver dans des endroits où il y a de la pauvreté. Et tout au bout, continue. Il y a là-bas les mendiants, les machins, tout au bout. Mais quitte sur le monsieur, il va tout au bout. À un moment donné, il voit une maison. Si vous pouvez appeler ça une maison. Les fenêtres cassées. La porte, il tape à la porte, tac, la porte elle tombe. Bref, un truc, Hachamish mort. Et il est là, c'est ici qu'il habite, Reb Zouché. Il dit, oui, c'est moi, personne, Zouché, comment ça va? Qu'est-ce que je peux te servir? Un petit verre d'eau? Ou un verre sans eau? Qu'est-ce que tu veux? Alors, le monsieur, il lui dit, regardez, dans la vérité, moi je suis venu, j'ai une question à vous poser. Oui, c'est quoi? Il dit, mais c'est le Rav de Mazrich qui m'a envoyé chez vous, donc ne me dites pas genre... Il dit, Rav de Mazrich, il t'a envoyé à toi chez moi pour me poser une question, waouh, quel honneur! C'est quoi la question? Et là, cet homme-là, il dit, écoute, il y a écrit qu'on doit faire la bracha sur le mal, comme qu'on doit faire la bracha sur le bien. Quand le bien arrive, je comprends qu'on fasse une bracha, mais quand le mal arrive, comment on peut faire une bracha? Et là, Reb Zouché, il dit, mais je suis vexé là. Le Rav de Mazrich, il t'a envoyé pour me poser la question. T'es sûr? Tu confonds pas avec un autre Reb Zouché peut-être? Il dit, je vous promets. Il dit, mais j'aimerais t'aider. En plus, t'as fait un long chemin, j'aimerais t'aider, mais je peux pas. Il dit, pourquoi? Le Rav de Mazrich m'a dit que vous pourrez me donner la réponse. Il dit, je peux pas. Il dit, mais comment vous pouvez pas? Il dit, je te dis la vérité. Depuis que je suis né, j'ai jamais eu un seul souci. J'ai jamais eu de mal du tout dans ma vie. Pour pouvoir t'expliquer, il faut que j'ai déjà réussi à vivre les difficultés, que j'ai vécu des bons moments, et que je puisse te dire comment on peut mettre sur le même plan. Moi, j'ai eu que des bons moments. Jamais le bon Dieu, il m'a fait le moindre problème, le moindre souci. J'ai la vie la plus heureuse du monde, Reb Zouché. Et ce monsieur-là, il a reçu la réponse à sa question. Il a reçu la réponse à sa question. Comment on peut faire la bracha sur le mal qu'on fait sur le bien quand on est conscient qu'il n'y a pas de mal, que tout est entre les mains de l'Akadosh Baruch Hu et que tout est pour le bien. À nouveau, vous avez un homme qui est pauvre, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, qui est heureux. Maintenant, c'est pas qu'il fait un jeu, parce qu'on peut avoir l'impression qu'ils font un jeu, ces gens-là. Ils ne font pas de jeu du tout. Quand vous connaissez ces gens-là, vous voyez, c'est pas du tout un jeu. Le Rav Steinman, il était heureux, les gens qui le voyaient, ils voyaient son bonheur, il était heureux, il était souriant, il avait le sens de l'humour, il était tout le temps bien, tout le temps. Il vivait dans une petite maison, vous avez déjà vu des photos, j'imagine, de sa maison. Il n'avait pas de chaise. Il avait son lit, il mettait un tabouret, et il était assis sur son lit, et le tabouret, en général, on se repose, on s'assoit, c'était pour lui tenir son dos. Genre, mais, alors qu'il aurait pu en avoir de l'argent. Combien il y a de gens qui sont venus le voir pour les journaux d'arabe? On va vous faire les travaux dans la maison, Le Rav, non, je suis très bien comme ça, j'ai tout ce qu'il faut.
Et il y a un électricien qui a raconté, quand vous n'êtes pas au courant, qu'un jour, il a été appelé à Bnei-Brak dans une maison. Écoutez bien, à Bnei-Brak. Il a été appelé dans une maison. Alors il rentre, la dame elle lui dit écoutez, voilà, l'électricité ne marche pas et compagnie. Le monsieur il voit la maison dans un état chémichement. Et l'endroit où il y a l'électricité et tout, machin. Là. Bon, l'électricien il dit écoutez, je vous fais gratuit, hein, j'imagine que vous n'avez pas le moindre sou pour me payer. Il dit non, je vous paye toute la somme qu'il faut, il n'y a pas de problème. Et l'électricien quand il finit son travail, il dit la vérité, j'ai jamais vu de ma vie une maison dans un état comme le vôtre. Et si, peut-être, si. La maison du Rav Steinman. À part la maison du Rav Steinman, j'ai jamais vu une maison dans l'état de la vôtre. Elle dit, mais parlons-en, Rav Steinman, c'est mon père. Il y a des gens, non, c'est pas que ce qu'il faut qu'on fasse, nous on n'est pas au niveau, Elisheva, on n'est pas au niveau du Rav Steinman, et c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse. Mais par contre, enfin pas forcément, mais de là vous entendez le concept qui s'appelle la bracha qualitative. Il y a des gens qui ont peu, et qui sont heureux avec ce qu'ils ont, et qui finalement sont vraiment heureux. On a posé la question, c'est quoi Ezeu Ashir Asameach Bechelko? Le riche, c'est celui qui est heureux de ce qu'il a. Ne dis pas qu'il est riche, dis-moi qu'il est heureux. C'est qui l'heureux? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. C'est pas qu'il est riche, il n'est pas riche. En fait, l'une d'entre vous a donné la réponse tout à l'heure, très bonne réponse. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut. Au passage, la richesse, c'est pas que dans l'argent. La Gemara, elle dit qu'il y a un concept qui s'appelle la richesse dans la connaissance. Il y a des gens qui ont une connaissance riche. Et il y a des gens qui ont une connaissance pauvre. La richesse, c'est avoir ce qu'il me faut. N'est-ce pas? C'est quoi un pauvre? Un pauvre, c'est pas quelqu'un qui a 1000 ou 2000 ou 10 000 ou... Ça se calcule pas en combien. Le pauvre, c'est celui qui est en manque. Être pauvre, c'est être en manque. Maintenant, le riche, lui, c'est celui qui a ce qu'il lui faut, il connaît pas le manque. Il connaît pas le manque. Le pauvre, c'est celui qui vit dans le manque. Vous êtes d'accord avec moi? Il est fait. Maintenant, force est de constater qu'il y a beaucoup de gens que nous, on appellerait riches et qui en fait sont pauvres, puisqu'ils sont en manque. Tout petit exemple. Quand, il y a combien, 10 ans, 12 ans, je ne me rappelle plus combien de temps, j'ai voulu ouvrir mon site de Torah. J'avais besoin d'argent pour ouvrir le site, ça coûte cher de créer un site. Aussi beau que celui-là, évidemment. Alors, j'ai donné de l'argent aux gens. Il y avait des élèves, des gens, je leur ai demandé. Et bien, au prochain, il y a des gens qui m'ont donné de façon très généreuse, et compagnie. Il y a un monsieur qui est très riche. Très riche, il a beaucoup d'immeubles qui lui appartiennent, il a des salles de réception, il a plein de choses. Et en plus, il est d'une certaine façon un petit peu lié à moi dans la famille. Et en plus, ma soeur, c'était sa secrétaire. Donc j'ai dit, bon allez, lui il est gentil, machin, il va m'aider. Puis lui il me donne un petit pamasser, un petit millième de ce qu'il reçoit un mois, et puis c'est bon, je peux ouvrir des sites. Avant d'aller le voir, j'étais voir ma soeur, je lui dis, comment tu penses que ça vaut le coup d'aller le voir, de lui parler, quand? Il me dit, écoute, moi je le connais parce que bon, il y a beaucoup de gens qui viennent lui demander de l'argent et tout. Il me dit, s'il est de bonne humeur, je sais pas, peut-être qu'il te donnera 100 shekels, 150 shekels. S'il n'est pas de bonne humeur, bon, j'imagine qu'il ne te jettera pas, peut-être 50 shekels. Voilà, sache. Je dis, mais c'est pas possible. Il a tellement d'argent, en plus il me connaît, il m'aime bien. Comment c'est possible? Et là, il m'a donné une leçon, ma soeur. Elle m'a dit, toi, tu comprends pas comment ça fonctionne dans la tête des riches. Toi, tu comprends comment ça fonctionne dans ta tête à toi. Mais tu comprends pas comment ça fonctionne dans la tête des riches. Il dit, dans la tête des riches, c'est pas comme toi tu penses. Eux, ils ont des milliers et des milliers d'achon. Mais ils ont tellement envie d'en avoir encore et encore et encore. Eux, ils sont déjà en train de commencer à penser comment ils vont conquérir le monde. Donc pour eux, toi tu vois, ouais, ils ont beaucoup d'argent, ils ont rien. Et souvent, ils font des emprunts pour acheter encore et des emprunts et des trucs. Toute leur tête est dans les soucis. Comment je vais faire pour être encore plus riche? Il dit, toi tu crois qu'il a de l'argent? Il n'a pas. Il n'a pas, parce que quand tu lui demandes, il donne pas. Et même lui-même, plein de fois, il restreint un petit peu ses dépenses parce que non, il n'a pas beaucoup d'argent. J'ai un autre élève. Lui, c'est un vrai élève. L'autre, c'est quelqu'un de la famille, c'est pas un élève. Lui, c'est un élève. J'ai un élève. Le monsieur, jusqu'au jour d'aujourd'hui, 12 ans après, il n'a toujours pas d'appartement. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la rue, hein, il est en location. Pour vous raconter une anecdote, un jour, je le rencontre dans la rue. Et je lui dis, psh, il est beau ton manteau. Il me dit, Aziz, tu sais combien je l'ai payé ce manteau? Je lui dis, non. Il me dit, 1 shekel. C'est pas possible. Il me dit, ouais, il y a un gemach, un endroit pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent.
Et bon, ils veulent pas quand même offrir genre cadeau, ils font payer chaque vêtement 1 shekel. Je lui dis, Saha, vous voyez le genre de personne? Cet homme-là, quand il m'a demandé de m'aider, il m'a donné 5000 shekels pour le site. Évidemment, il n'avait pas 5000 à me donner d'un coup. Il m'a dit, écoute, c'est bon si chaque mois je te donne 500, etc. Maintenant, j'essaye de réfléchir avec vous. Il y en a un, tu lui demandes, il n'a pas. Il peut pas lâcher, il est en manque. Il sent que s'il va te donner, il va mourir, il lui manque. L'autre, il n'a pas beaucoup, tu vois bien, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais pourtant, il a de quoi donner, regarde. Il donne, il distribue. Donc la définition de la richesse telle que la Torah l'entend, la vraie richesse, c'est ne pas être en manque. Qui est-ce qui n'est pas en manque? Zéouachir, Asameach Bechelko. Celui qui est Sameach Bechelko, lui, il est véritablement riche. Et au passage, c'est toute la différence entre Yaakov et Esav. Yaakov, il dit à Esav, tu sais, moi j'ai tout ce qu'il me faut. T'inquiète pas, tu peux prendre le cadeau que je t'offre. Qu'est-ce qu'il lui répond, Esav? Esav lui dit, moi, je rov. J'ai assez. Rov, c'est j'ai beaucoup. Esav dit j'ai beaucoup, et vraiment, il y avait beaucoup. C'est un riche, très riche, Esav. Il dit j'ai beaucoup. J'ai beaucoup. Yaakov, il dit, moi, j'ai tout. Ça veut dire que pour Esav, il a beaucoup, mais il n'a pas encore tout ce qu'il lui faut. Alors que Yaakov, lui, il considère qu'il a tout ce qu'il lui faut. On pourrait beaucoup s'étendre sur tout ça. On n'a plus beaucoup de temps. Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, essayer de terminer en un petit point. Ce qu'on a compris pour l'instant, c'est que le bonheur, il est proche de nous. Il est en nous. Quelle que soit notre situation familiale, notre situation économique et tout, le bonheur est en nous. On a aussi essayé d'expliquer que c'est pas plus tu as d'argent, plus tu seras heureux. Très souvent, c'est d'ailleurs même l'inverse. On a essayé d'expliquer qu'il y a 2 types de brachot. Et chaque homme est libre de demander à Kadosh Baruch Hu dans cette fila au moins le type de bracha qu'il veut, est-ce qu'il veut une bracha quantitative ou une bracha qualitative, ou les deux. Mais j'allais dire que ça ne sert plus à rien qu'elle soit quantitative, si tu as la qualitative, tu as tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Il y avait aussi un grand rave, il voyageait toujours en Citroën, lui, et lui, il avait l'habitude de faire secours. Et il disait que quand tu as trop, tu n'as rien. Si trop, N. Ok? Il est quand même une Citroën. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que j'aimerais maintenant arriver à la dernière partie, en 3 minutes, et vous expliquer. Comment ça se fait que l'homme, il se sent en manque? Pourquoi? Comment on peut comprendre le manque dans lequel les gens se trouvent? Alors, les Chachamim de la Kabbalah, ils expliquent, je la fais très rapide, ils disent que l'homme, et la femme aussi, sont constitués de 2 choses importantes, le corps et la neshama. Pourquoi on a besoin du corps et de la neshama? Parce que c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu a souhaité. Le corps, il est important, la neshama, elle est importante. Mais le plus important de tout, c'est de réussir à les concilier. De faire en sorte qu'il y ait du shlom bayit entre le corps et la neshama. Il y a des gens, ils donnent à fond la caisse à leur corps et ils délaissent leur neshama. Et il y a des gens qui, au contraire, donnent à fond la caisse pour leur neshama et ils oublient leur corps. Si le corps, il s'en va, la neshama, elle n'a plus où être. Si la neshama, elle s'en va, l'homme, ça reste un pauvre animal. Donc, c'est quoi la réussite dans ce monde? C'est de réussir à concilier le corps avec la neshama. Maintenant, les gens, ils ont une grave erreur. Les gens, quelquefois, ils sentent un certain malaise. D'où il vient le malaise? Très souvent, il vient de leur neshama. La neshama, elle dit, écoute, t'es bien gentil, tu passes ta journée à travailler, t'as pas donné aujourd'hui 1 heure d'étude de Torah. T'es bien gentil, t'as fait beaucoup de belles choses aujourd'hui, t'as beaucoup mangé, mais pas un Teilim. Pas une ishtat foot dans le tsar des chatoufim, rien. Et la neshama, elle a des attentes spirituelles. Le corps, lui, il a des attentes matérielles. La neshama, elle a des attentes spirituelles. Quand tu nourris pas ton corps, t'as faim. Ton corps, il te rappelle qu'il faut le nourrir. Quand tu nourris pas ton corps, tu te sens pas bien. Quand tu nourris ton corps, tu te sens bien. Mais ta neshama aussi, il faut la nourrir. Le problème de beaucoup de gens, c'est que, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de nourrir, ils pensent que quand ils vont pas bien, il faut nourrir leur corps. C'est vrai. Si t'as pas mangé et que tu vas pas bien, eh ben nourris ton corps. C'est possible que tu vas pas bien parce que t'as faim. Une fois que t'as mangé, c'est fini, t'es censé bien aller. Pourquoi je vais toujours pas bien? Quelquefois, hein. Pourquoi j'ai toujours pas bien?
L'homme, qu'est-ce qu'il fait en général? Eh bien, il rajoute. Allez, encore un chocolat. Allez, encore une glace. Allez, encore un quelque chose. Allez, encore un nouvel appareil. Encore un nouveau vêtement. Encore un nouveau... Et la faim, elle reste. Parce que la faim, très souvent, d'où elle vient? De la Neshama, qui elle aussi crie, s'il te plaît, fais attention à moi. La Neshama, elle est beaucoup plus sensible et elle est beaucoup plus discrète. Elle est beaucoup moins bruyante que le corps. La Neshama, elle veut qu'on la nourrisse. Quand on se sent mal, disent les Chachmei Kabbalah, alors qu'on a déjà suffisamment mangé, suffisamment dormi, suffisamment préoccupé de notre corps, eh bien, visiblement, c'est que notre Neshama, elle a besoin, elle aussi, d'une petite infusion de spiritualité. Et les gens intelligents, c'est les gens qui disent, ok, ma Neshama, elle a besoin, pas de problème, eh bien, allez, je vais passer une journée maintenant à faire du chesed. Je vais passer une journée à aller au bord de la mer et à parler à Kadosh Baruch Hu, à contempler sa grandeur. Je vais passer une journée à faire des téhilim. Et ça peut être aussi, pas une journée, ça peut être une minute, ça peut être 10 minutes. Le problème des gens, c'est que non. Ils ont misé complètement sur la matérialité. Et la matérialité, malheureusement, elle déçoit. Elle déçoit énormément. Donc comprenons bien que très souvent, pas toujours, après il y a des gens aussi qui ont des dépressions et c'est des maladies, mais souvent, les malaises qu'on a, c'est quand on a fait des lourdeurs et qu'on n'a pas demandé pardon. C'est quand on a été anti-spirituel et qu'on s'en est même pas aperçu. Quand on a oublié de faire ce pourquoi on a été créé. Si l'une d'entre vous aujourd'hui, ou moi aussi pareil, on a oublié de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il soit Merachem sur les Khatoufim, qu'il soit Merachem sur les soldats qui sont en train de se battre et qui sont en danger à chaque instant, je comprends que notre Neshama, elle n'est pas bien. Parce que notre Neshama, elle a besoin de ça. Notre Neshama, elle a besoin d'un minimum de irpatiout, d'empathie, de compréhension. Si toute ma journée, je me suis occupé que de moi et de moi et de moi, j'ai même pas pensé une journée, une fois dans la journée, à demander à Kadosh Baruch Hu de la Rachmanout pour ceci et cela, c'est qu'il y a un problème. Et notre Neshama, elle le ressent. Donc comprenons que pour accéder au bonheur, tout est en nous. Notre Neshama, notre corps, on a ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est Be'ezrat Hashem, réussir à créer cet équilibre entre le corps et la Neshama. Et Be'ezrat Hashem, j'espère que la mitzvah de la Shemitah, elle nous permettra d'y accéder. En comprenant que ce qui est important, c'est la qualité et c'est pas la quantité. Et être capable de se contenter de ce qu'on a, c'est avoir la meilleure bracha du monde. Alors, merci de votre attention. Alors juste que